Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo d'histoire sur le nouveau programme, qui sera la difficile entrée dans l'âge démocratique, Deuxième République et Second Empire. Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en parties et sous-parties. Ici, deux grandes parties, dont la première sera la Deuxième République, 1848-1852. Problématique. À quels obstacles la République se heurte-t-elle? Pourquoi a-t-elle échoué à mettre en place durablement ses principes démocratiques? A. La Révolution de février-juin 1848, le rêve d'une république démocratique et sociale. Après l'abdication du roi Louis-Philippe, la République est proclamée le 24 février par Lamartine. Un gouvernement provisoire est désigné et les républicains se divisent en deux camps. Les radicaux, ce sont les socialistes, ils sont pour une république démocratique et sociale. Pour eux, l'État doit améliorer les conditions de vie des plus démunis pour établir une société plus juste. Et ils sont aussi contre la propriété privée. Les modérés, ce sont les libéraux, ils refusent que l'État intervienne trop dans le domaine économique et social. Les hommes forts de ce gouvernement sont Lamartine, le ministre des Affaires étrangères, et Ledru-Rollin, qui est le ministre des Affaires intérieures. Le régime s'inscrit dans la tradition de la Révolution de 1789, tout en apportant des idées nouvelles. Adoption du drapeau tricolore, Marianne est le symbole de la République, et la devise en est liberté, égalité, fraternité. Élection d'une assemblée constituante au suffrage universel masculin, on passe de 240 000 à plus de 9 millions d'électeurs. Liberté de presse, de réunion et d'association politique. Abolition de l'esclavage, de la peine de mort pour motif politique et des titres de noblesse. Réduction de la durée du temps de travail par journée des ouvriers. Toutes ces mesures démocratiques sont accueillies dans l'enthousiasme, et le 20 avril, une fête de la fraternité rassemble près d'1 million de personnes. On y trouve des ouvriers, des bourgeois, des gardes nationaux, ainsi que des membres du clergé. B. L'écrasement de la révolution sociale et la mise en place d'une république conservatrice. L'Assemblée constituante est élue en avril 1848, et elle est dominée par les républicains modérés. Mais s'ils sont soutenus par la bourgeoisie et une partie des paysans, la décision de fermer les ateliers nationaux, où beaucoup d'ouvriers travaillaient, notamment venus de province, va provoquer un soulèvement des quartiers populaires parisiens. La répression sera brutale ou sanglante, pour être plus exact. On compte entre 3000 et 5000 morts, dont 1500 fusillés sans jugement. 11 000 sont faits prisonniers et 4300 sont déportés. Ainsi, en juin, c'est la rupture entre la République et les mouvements ouvriers et socialistes. La République ne sera pas sociale, mais conservatrice. Cavaillac, c'est lui qui avait réprimé les manifestations, devient le chef de l'exécutif. Les clubs et les réunions publiques sont interdits aux femmes, les journées de travail sont rallongées, on repasse à du 12 heures par jour, et la liberté d'expression est réduite. La Constitution adoptée en novembre 1848 sépare alors les pouvoirs. On a d'un côté une assemblée unique, qui est élue pour 3 ans au suffrage universel, et qui concentre le pouvoir législatif. C'est elle qui propose les lois et le budget. D'un autre côté, on a le président de la République, qui est élu au suffrage universel pour 4 ans non renouvelables. C'est lui qui a le pouvoir exécutif, qui nomme les ministres qui proposeront des lois. Par contre, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Et le premier président de la République n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu le 20 décembre 1848 avec 74% des voix. Alors certes, il bénéficie du prestige et de la gloire de son oncle, mais ce Napoléon-là, il vient pas de nulle part non plus. Il a vécu en Angleterre, il a eu le temps déjà de tenter quelques coups d'État, d'être condamné à la prison à perpétuité, et d'ailleurs avec le même panache qu'on sait à sa famille, au moment où le juge prononcera le jugement, il lui répondra « Vous savez, en France, rien n'est perpétuel ». En prison, il passera beaucoup de temps à étudier et à écrire sur la politique. Il ne faut pas ignorer qu'il était profondément socialiste. Et d'ailleurs, plus tard, c'est lui qui mettra en place les premiers systèmes de retraite et d'assurance handicap pour les ouvriers. Et il organisera aussi des soupes populaires. Bref,
Il s'évade en 1846, 2 ans donc avant son élection en tant que président de la République. En mai 1949, l'Assemblée législative donne une large victoire aux députés monarchistes et aux républicains conservateurs. Ils se rassemblent dans le Parti de l'Ordre et leur chef est Adolphe Thiers. Ils sont 450 contre seulement 180 députés socialistes et 75 républicains modérés. Pour contrecarrer la menace de gauche, le gouvernement réduira le droit de vote en 1850. Seuls les citoyens pouvant attester de 3 ans de domicile fixe pourront voter, et donc évidemment ça va toucher les plus démunis, et donc les ouvriers et les paysans. Au total, 3 millions de personnes sont rayées des listes électorales, soit quand même 30% des votants. C'est du coup d'État à la fin de la République. Louis-Napoléon Bonaparte sait, puisque le mandat est non renouvelable, qu'il n'a que 4 ans pour faire appliquer son programme. Et 4 ans, il sait aussi que ce n'est pas assez. Petite précision, comme on l'a dit, il a vécu en Angleterre, et donc il connaît le retard de développement qu'a la France par rapport à elle. Et donc de 51 à 52, il va arpenter la France et comprendre les changements qui sont nécessaires à une véritable prospérité économique. Il va tenter de briguer un deuxième mandat, et comme on le sait, ça lui sera refusé, et donc il va organiser un coup d'État. Il peut largement s'appuyer sur l'armée et sur une opinion populaire qui lui est très favorable, et donc le 2 décembre 1851, puisqu'à la fois la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier et de Austerlitz, il va lancer une série de décrets pour déjà dissoudre l'Assemblée nationale et déclarer l'état de siège, ce qui va donc réduire les libertés d'expression et de déplacement. Bonaparte rétablit le suffrage universel et il va remporter le plébiscite par lequel il demande aux Français de rester 10 ans au pouvoir et de rédiger une nouvelle constitution. 2. Le Second Empire, de 1852 à 1870. Problématique, comment et pourquoi la dictature installée par Napoléon en 1852 s'est-elle transformée en une monarchie parlementaire en 1870 ? A. L'Empire autoritaire, de 1852 à 1860. Bonaparte fait approuver, encore une fois par plébiscite, le rétablissement de l'Empire. Et il sera proclamé empereur le 2 décembre 1852, ce qui fait encore une fois référence au sacre de Napoléon Ier. Napoléon III affirme tenir sa légitimité du peuple, et ainsi sous son règne, le vote devient vraiment une pratique qui est régulière. En apparence, la Constitution de 1852 instaure une vraie démocratie, puisque les citoyens sont égaux, la souveraineté est au peuple, et les Français votent assez souvent, puisqu'ils votent à la fois pour les plébiscites et pour l'élection du corps législatif. Évidemment, concrètement, c'est quand même Napoléon III qui concentre tous les pouvoirs, puisqu'il a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif est partagé en 3 assemblées. Le Conseil d'État, qui élabore les lois, le Sénat, qui les examine, et le corps législatif, qui les vote. En fait, le pouvoir législatif est dilué et ne fait qu'enregistrer des décisions impériales. Le nombre de fonctionnaires est multiplié par 2 sous l'Empire, ils seront 700 000 en 1870. Ces fonctionnaires relaient la propagande impériale, ils permettent de surveiller leurs administrés et leurs collègues, ainsi que de maintenir l'ordre. Un des signes visibles de contestation du régime, c'est le taux d'abstention, qui est assez élevé et qui plafonne à 35%. Le bonapartisme veut concilier les acquis de 1789, donc liberté, égalité, souveraineté nationale, ainsi que l'ordre social. Son projet est de rassembler au-delà des divisions sociales autour d'un État fort contrôlé par l'empereur qui assure le développement économique et la grandeur de la France. On a qualifié ce régime de césarisme démocratique, parce que si d'un côté, et indéniablement, c'est un régime qui est autoritaire, le chef d'État légitime son pouvoir par le peuple et par l'adhésion de la population à sa personne par le suffrage universel. Bon, il y a 2 aspects qui sont vraiment importants pour ce règne de Napoléon III. Le premier, c'est l'aspect visionnaire, en fait, de la politique de Bonaparte, qui est très averti sur son temps et qui est capable de projeter sa politique dans l'avenir. Par exemple, on parle toujours de l'architecture haussmannienne à Paris. Mais si c'est effectivement au baron Haussmann qu'on a délégué le travail, c'est Napoléon III qu'en est à l'origine et qui donne les grandes lignes directrices.
Évidemment, sur le moment, il est très critiqué pour ces changements, mais au final, quand on a vu le résultat, eh bien Paris était la plus belle capitale du monde. Napoléon III a aussi l'idée de faire fonctionner l'industrie du luxe à Paris, et c'est une chose pour laquelle on est encore connu aujourd'hui, et s'il le fait pour des raisons qui sont économiques, il le fait aussi pour faire rayonner Paris dans le monde, et par extension, la France. Il y aura 2 expositions universelles à Paris, une en 1855 et une en 1867, et alors là, le monde entier se presse pour visiter Paris, qui est véritablement le centre de l'Europe. Il y a un fort essor économique sous le règne de Napoléon III. Par exemple, ce qui pourrait être un symptôme, quand il prend le pouvoir, il y a 3000 km de voies ferrées, et quand il le quitte, il y en a 20 000. Également, il comprend très tôt, comme il écrit dans son ouvrage De l'extinction du paupérisme, l'importance fondamentale de l'emploi pour sortir de la pauvreté. Pour que la population française ait de l'emploi, il faut du travail. Pour qu'il y ait du travail, des entreprises, et des entreprises ne peuvent pas se fonder sans capital. C'est pour ça qu'il va créer de nombreuses banques dans l'optique de créer du travail et donc de l'emploi. Sa politique est interventionniste parce qu'il sait que l'industrialisation, qui participe au progrès mais qui crée aussi beaucoup de misère, conduit à un capitalisme qui, s'il n'est pas contrôlé, broie les ouvriers. Même si par la suite, l'histoire et certains écrivains ont construit une légende assez noire, assez obscure autour de Napoléon III, c'est pas par hasard qu'il y a une délégation d'ouvriers qui sera présent lors de son enterrement. C'est parce qu'il se souciait vraiment du sort des plus démunis. De l'autre côté, la liberté de la presse est très limitée et il y a une censure qui s'applique sur les livres et sur le théâtre. Les réunions politiques sont interdites et l'opposition est traquée grâce à l'augmentation des effectifs de police. Après un attentat contre l'empereur en 1858, la répression va se durcir avec la loi de sûreté générale. En gros, c'est une loi qui permet de condamner sans aucun procès toute personne qui a fait l'objet d'une arrestation politique après 1848. La critique ne peut donc venir que de l'étranger, et ce sera le cas notamment avec les châtiments de Victor Hugo. Malgré tout cela, le régime est populaire, et il possède de nombreux soutiens. Les paysans, l'ordre et leurs propriétés sont garantis et ils profitent de l'augmentation des prix des produits agricoles. La bourgeoisie industrielle, qui profite de la forte croissance économique. Les catholiques, la loi Fallou de 1850, met l'enseignement sous le contrôle de l'Église. De nouvelles églises sont construites et le salaire des prêtres est augmenté. En fait, en faisant ça, Napoléon bénéficie du soutien de l'Église dans le monde rural, où vit encore la majorité de la population. B. L'Empire libéral de 1860 à 1870. À partir de 1860, plusieurs événements remettent en cause les appuis traditionnels du régime. En 1859, les catholiques ne lui pardonnent pas sa politique d'aide à l'unité italienne qui menace les États du pape. En 1860, le traité de libre-échange avec l'Angleterre qui énerve les milieux d'affaires protectionnistes. Cette montée de mécontentement se manifeste par une percée au corps législatif, puisque 32 nouveaux députés républicains et libéraux sont élus, et ils demandent des réformes. Privé du soutien des notables réformateurs, le régime cherche de nouveaux soutiens. Les libéraux, en proclamant l'amnistie pour les condamnés politiques d'après le coup d'État de 51, le monde ouvrier, en autorisant le droit de grève en 1854, et le droit de réunion en 1868. Après la percée des républicains aux élections de 1863, Napoléon III va entreprendre tout un ensemble de réformes dans le but de démocratiser l'Empire. 1866, le corps législatif obtient le droit d'amender, c'est-à-dire de modifier les projets de loi. 1867, le corps législatif obtient le droit d'interpellation, c'est-à-dire le droit des députés d'adresser officiellement des critiques contre la politique du gouvernement. 1868, le régime de la presse est assoupli. Malgré ces réformes, les élections de 69 connaissent une forte poussée de l'opposition républicaine. C'est pour cela qu'en 1870, Napoléon remanie la Constitution de 52 dans un sens plus libéral. Le chef du gouvernement est choisi au sein de la majorité parlementaire. Les ministres deviennent responsables devant les députés et non plus devant l'empereur. Le corps législatif partage l'initiative des lois avec l'empereur.
Bilan, le 8 mai 1870, un plébiscite approuve largement la nouvelle constitution et semble amener un peu de stabilité dans l'Empire. Bon, là je suis censé vous expliquer un peu simplement que l'empereur déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet et que la capitulation viendra assez vite, le 2 septembre, dans la cuvette de Sedan. En fait, on va s'attarder un peu sur ça, rapidement, parce que ne rien ajouter à ce point-là, ce serait partiel, voire mensonger. D'abord, si Napoléon est conscient du danger du pangermanisme de Bismarck, il l'est tout autant de la faiblesse de l'armée française qui n'est pas préparée. C'est aussi ce que criera Adolphe Thiers au corps législatif, qui votera tout de même la mobilisation et les crédits de guerre. En vérité, si c'est techniquement Napoléon III qui déclare la guerre à la Prusse, à ce moment-là, il a déjà les mains liées. Il ne le fait pas vraiment par choix. Il y a déjà eu le vote du législatif qui le met un peu dos au mur, et surtout il y a eu la propagande encouragée par les républicains qui a fait croire à la population que la France était invincible et que la guerre serait gagnée facilement. En fait, beaucoup savent parmi les républicains que c'est une guerre qui est perdue d'avance. Mais ce qu'ils savent aussi, c'est que la défaite de l'Empire, c'est la promesse d'une république qui sera vite rétablie. Ainsi, le 4 septembre, la nouvelle de la défaite impériale arrive jusqu'à Paris, et Gambetta, qui est un député républicain, fait acclamer la déchéance de Napoléon III, et la République est proclamée. Voilà, on espère que cette vidéo aura pu vous aider, et pour se quitter sur une citation comme à l'ancienne, « Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. »